La signature de l'accord de la Havane est à coup sûr un événement historique. En réalité, la Colombie avait connu un premier épisode de violence entre 1946 et 1960, très différent, mais qui avait fait 200 000 morts, et les nouveaux épisodes de conflits armés commencent, dit-on, avec la naissance des FARC, mais deviennent surtout extrêmement importants à partir de 1980 avec l'expansion des cultures de drogue, qui signifie l'affaiblissement des institutions, le terrorisme narcotrafiquant et des sources de financement pour tous les groupes illégaux, guérillas, groupes paramilitaires et corruption des forces armées, etc. C'est donc un phénomène majeur que cet accord. Les négociations ne sont pas nouvelles. Il y avait eu, depuis 1980, il y a eu une suite d'essais de négociations qui se sont toujours soldés par des fiascos, quelquefois retentissants. La raison en était que ces essais coïncidaient avec des moments de croissance des guérillas et que jusqu'à 2000, les forces armées étaient en position de faiblesse. Le grand changement s'est produit en 2000 avec d'une part la modernisation des forces armées dans le cadre du plan Colombie financé en partie par les États-Unis et d'autre part en raison de la terreur répandue par les groupes paramilitaires. Ces accords sont essentiels et donc ont été possibles parce que les FARC sont affaiblis militairement et politiquement et parce que le gouvernement s'est convaincu qu'il n'était pas possible de venir à bout totalement de la guérilla seulement par l'usage de la force. De surcroît, il y a eu un appui international de plus en plus fort au cours de ces dernières années aux négociations, non seulement l'appui Cuba qui abritait les négociations, mais aussi le Venezuela, et se sont joints à la fin les États-Unis et le Vatican a montré combien il était attentif aux négociations qui se déroulaient. Autant de facteurs qui, ajoutés à l'énergie du président Santos et des négociateurs de gouvernement, ont permis l'aboutissement de cet accord. Cet accord consiste en quoi? Il consiste en définir les conditions de démobilisation. Un des problèmes qui est posé est naturellement le problème de la justice, dans la mesure où un certain nombre des leaders des guérillas ont été responsables de crimes importants. A été mis en place un système de justice transitionnelle qui satisfait pleinement aux critères actuels de la justice internationale. Il n'est pas question d'impunité, il est question simplement de peines aménagées. Parmi les tâches les plus urgentes va être la concentration des guerrilleros, le désarmement sous contrôle des Nations Unies, qui est prévu pour durer 6 mois, et naturellement l'échéance du référendum. En effet, l'accord doit être approuvé par référendum. Les FARC avaient exigé une constituante, finalement, la décision, elles ont dû consentir à ce que ce soit un référendum. Ce référendum n'est pas gagné. Il y a une opposition politique menée par l'ancien président Uribe, extrêmement vigoureuse, qui considère que les conditions dans lesquelles se sont faites les négociations sont inacceptables et qui considère notamment que ces négociations débouchent sur une impunité qui ne peut pas passer comme cela. Mais le grand problème, c'est malgré tout la méfiance de l'opinion parce que l'abstention risque d'être extrêmement considérable. Beaucoup de personnes sont méfiantes à l'égard de la situation qui va se créer avec la démobilisation des FARC. Il ne faut pas oublier qu'un des facteurs essentiels, c'est vraiment la rage à la rencontre des guérillas actuellement qui prévaut
dans la majorité de la population, on estime qu'à 88% ou 80% de la population a des sentiments extrêmement violents à l'encontre des FARC, d'autant plus que les FARC n'ont pas reconnu au cours des négociations leur part de responsabilité dans les atrocités. Quels sont les problèmes qui se posent par ailleurs? Il y a des problèmes de beaucoup plus longue échéance. Premièrement, actuellement, une des guérillas continue, l'ELN, qui a critiqué les accords avec les FARC. Deuxièmement, le problème des cultures de la drogue, avec ce que ça implique de corruption et de possibilités pour des groupes violents et pour des réseaux mafieux de se maintenir. Or, les cultures de coca ont augmenté d'au moins 30 ou 40% au cours des dernières années. D'autres problèmes se posent. Après tout, la Colombie est un pays avec une distribution des revenus particulièrement scandaleuse, est un pays dans lequel la distribution de la propriété de la terre, loin de s'atténuer, l'inégalité n'a fait que s'accroître ces dernières années, dans la mesure où les groupes militaires et les narcotrafiquants se sont emparés d'une grande partie des propriétés en expulsant les paysans. Face à ces problèmes, le gouvernement prévoit de réparer, prévoit de permettre la réinstallation des paysans. Ce n'est pas si facile parce que l'expérience prouve que face à des difficultés de ce genre qui durent depuis des années, un certain nombre de secteurs des classes dirigeantes sont capables, surtout dans le domaine agraire, des propriétaires agraires, sont capables de poser une résistance violente. Malgré tout, quels que soient les problèmes qui vont se poser, il y a lieu de se dire, pour la première fois, un certain nombre de choses deviennent possibles qui jusqu'à présent étaient inenvisageables dans le cadre de ces violences et du conflit armé.